Bonjour, donc la vidéo aujourd'hui elle va être consacrée au thème suivant, les questions de genre dans la finance. Alors cette vidéo est basée sur un article que j'ai publié avec deux co-auteurs, Jésabel Coupé-Soubeyran et Antoine Rébérou. Donc c'est un article que nous avons publié en 2019 dans la revue de la régulation et que vous pouvez retrouver facilement sur internet. Alors pourquoi cette question du genre en finance? Les questions de genre sont de plus en plus importantes en économie. Elles touchent tous les domaines, l'économie du développement, l'économie des ménages, l'économie du travail. Mais rarement on s'intéresse à la question du secteur financier. Pourtant, il y a quantité d'articles sur cette question dans le domaine de la finance. Et c'est donc ces articles que je vous propose de synthétiser dans cette vidéo. Alors, comme tout le monde sans doute, la finance c'est traditionnellement un univers très masculin. Vous avez ici une photo assez classique de l'univers des marchés financiers. Vous voyez évidemment que sur cette photo, il n'y a que des hommes. Autre représentation qu'on peut avoir des marchés, ça c'est dans les années 60, donc fin des années 50 aux États-Unis. Des photos que j'ai retirées du magazine Life. Life met à sa disposition des photos gratuitement et vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Et quand vous tapez Stock Market sur le moteur de recherche du magazine, vous tombez sur ces photos qui sont évidemment très clichés. On a les hommes au premier plan qui discutent affaires et puis vous avez au fond de jeunes femmes qui sont chargées d'inscrire la cote sur le tableau noir pour suivre en direct les mouvements des cours boursiers. Alors ces photos sont très très clichés, mais elles montrent bien un peu cet univers masculin de la finance. Toujours dans le life, c'est ce reportage sur Wall Street. Le reportage est intitulé Wall Street, c'est un reporter, Elliot Ellison, qui nous propose donc de découvrir l'envers du décor. Et là encore, c'est extrêmement cliché. Vous avez donc à droite une réunion autour de la table, des hommes d'affaires qui discutent, ce sont que des hommes. Et puis derrière, qui s'occupent donc du back-office, vous avez des femmes qui sont anonymisées. D'ailleurs, visuellement c'est très fort, on ne voit parfois que leurs jambes. Alors ça ce sont des photos des années 50-60. On peut revenir plus proche de nous. Vous savez que le symbole à Wall Street c'est un taureau, un taureau qui charge. Cette statue elle est située dans le cœur de Manhattan, dans le district financier. Elle a été installée dans les années 80 et donc depuis les années 80, c'est vraiment le symbole de Wall Street. Et l'idée, évidemment, c'est de véhiculer ces caractéristiques de courage, de puissance, de virilité. Alors, sauf qu'aujourd'hui, les choses sont un peu en train de changer. En 2017, vous avez une statue, une petite fille qui a été mise en place devant le taureau. Et ça change évidemment complètement la vision qu'on a de ce symbole très viril de Wall Street, puisque là, finalement, qui se révèle être le plus courageux des deux, c'est évidemment la petite fille, et le taureau est plutôt menaçant. Alors pour la petite histoire, cette statue a été financée par un fonds, State Street Global Advisor, c'est un des plus grands fonds à Wall Street, dans le cadre de sa campagne de communication visant à promouvoir justement un fonds qui en fait contient des entreprises qui sont gérées par des femmes. Donc c'est bien sûr une opération marketing, mais ça montre un vent de changement à Wall Street. C'était quelques photos pour essayer d'introduire un peu ce sujet des femmes et de la finance. Je rappelais, le point de départ, c'est la finance, c'est un environnement traditionnellement masculin. Alors, quelques dates. Ce n'est qu'en 65 que les femmes en France obtiennent le droit d'ouvrir un compte bancaire. Et ce n'est que depuis 67 que les femmes sont autorisées à accéder à la Bourse de Paris. De manière officielle. Jusque-là, leur accès était interdit. Mais il faut attendre 1985 pour voir la première femme devenir agent de change en France. Donc c'est un mouvement quand même relativement récent. Pour la bourse de New York,
Alors, c'est un petit peu plus ancien, mais ça date des années 40-50, hein, la possibilité pour une femme d'être autorisée donc, sur le parquet de Wall Street. Alors, les questions qu'on va se poser dans cette vidéo et les questions auxquelles on essaye de donner des réponses dans le papier que je vous ai donné en référence, eh bien, c'est pourquoi cet univers si masculin? Est-ce que c'est foncièrement lié à l'attitude des femmes? Est-ce que les femmes ont des valeurs qui ne coïncident pas donc avec les valeurs attendues dans le milieu de la finance? Peut-être qu'elles sont moins averses au risque, peut-être que leur attachement au respect des règles diffère suffisamment de ceux des hommes pour qu'elles ne trouvent pas leur place dans l'univers de la finance. Alors bien sûr, on aura un regard critique sur ces questions. Est-ce qu'on a des différences biologiques entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'elles sont fondamentalement moins averses au risque? Ou est-ce que leur moindre aversion au risque est façonnée par l'environnement socioculturel? Quelle est la place des stéréotypes dans toutes ces discussions? Et puis, on verra aussi quelles sont les conséquences des différences en termes d'attitude entre les femmes et les hommes en matière de placement financier, en matière d'octroi de crédit. Est-ce que les femmes sont pénalisées? On verra que oui, hein, il y a un gender gap, hein, une discrimination à l'encontre des femmes dans l'octroi au crédit. On s'intéressera également aux carrières dans le secteur de la banque et de la finance. Est-ce que ce sont des carrières, on a vu que c'était des carrières masculines, mais quels sont l'impact, quelles sont les conséquences de cela, quelles sont les femmes qui réussissent et pourquoi. Et on s'intéressera aussi à ce qui se passe dans les autorités de régulation. Est-ce qu'il y a plus de femmes chez le régulateur et est-ce que ça change la donne? On s'intéressera également aux grandes entreprises, à la direction financière. Donc l'objectif ici, c'est de vraiment offrir un panorama assez large des questions de genre dans le domaine de la finance. Donc, je vous disais, hein, c'est avant tout une synthèse académique, donc on va s'appuyer sur des travaux de recherche qui ont été publiés dans les principales revues, principalement en finance. Et donc, notre article, il est organisé de la manière suivante. On a repris la distinction qui est classique chez les économistes. Hein. Vous savez que il y a une classification des thématiques en économie. Et dans le Journal of Economic Literature, vous avez cette classification avec un champ qui est le champ de la finance. Et ce champ de la finance, il est subdivisé en sous-champs avec la finance de marché. On commencera par étudier la finance de marché. Ensuite, les banques et les institutions financières. Ensuite, la gouvernance d'entreprise. Donc, on verra ces trois thématiques l'une après l'autre. Et pour commencer, on abordera la question des comportements et des attitudes. C'est le point finance comportementale et c'est par cela qu'on va commencer. Alors, en plus de cette synthèse académique, nous avons également dans cet article exploité une enquête originale, une enquête de l'INSEE, qui est l'enquête Pater. L'enquête Pater permet d'examiner les différences de préférence et les différences de comportement entre les hommes et les femmes. Et on va examiner cette enquête, on va décliner les questions, comme je le disais un peu tout à l'heure, en fonction donc du rôle. On va s'intéresser aux ménages, on va s'intéresser aux salariés du secteur bancaire et financier, on va s'intéresser aux grandes entreprises et enfin on essaiera aussi de s'intéresser au milieu académique. Est-ce que dans le milieu académique, est-ce qu'à l'université, le fait d'être chercheur ou chercheureux en finance impacte sur les travaux? Donc on aura une petite section consacrée à cette question. Donc comme vous le voyez, finalement, deux grilles de lecture. La première, par champ disciplinaire, finance de marché, banque, finance d'entreprise, et une deuxième lecture qui est plus thématique. On va s'intéresser aux ménages, aux salariés de la banque et de la finance, aux grandes entreprises, aux régulateurs et aux universitaires. J'aimerais, avant de commencer vraiment, insister sur un dernier point, c'est qu'en plus de traiter des questions de genre, on va essayer d'avoir un regard aussi un peu méthodologique. Vous verrez qu'on va synthétiser dans cette vidéo, dans l'article, on prend en compte plusieurs approches méthodologiques, soit des données d'enquête, soit des études de terrain, soit des études expérimentales, des questionnaires, des enquêtes sociologiques et aussi des approches plus traditionnelles
en variabilisation mentale, avec des méthodes quasi expérimentales. On va faire appel aussi à des outils de méta-analyse. Donc l'idée c'est aussi de revenir sur ces outils méthodologiques et de comparer les avantages et les inconvénients de chaque approche. Donc voilà, une troisième lecture cette fois-ci qui sera plus méthodologique. Voilà donc la première partie. Alors la première partie, elle est sur les préférences et les attitudes entre hommes et femmes. Est-ce qu'il y a des différences? Alors en finance, vous avez un certain nombre de valeurs qui sont communément souhaitées, attendues. L'audace, le sang-froid, la rigueur, l'agressivité, le sérieux, le leadership. Et force est de constater que ces valeurs sont, tort ou à raison, en tout cas en pratique, plutôt associées à des valeurs masculines, l'habileté, l'esprit de compétition, la concurrence, la performance. Et à l'inverse, des valeurs plutôt réputées, féminines, ne sont pas forcément appréciées du secteur financier. La douceur, l'esthétisme, la patience, le dévouement ne sont pas a priori des valeurs attendues, des compétences éventuellement même attendues dans le secteur financier. Alors, ça pourrait expliquer que l'univers soit traditionnellement masculin. Nous, ce qu'on veut essayer de montrer dans ce papier, et ce dont je veux faire écho dans cette vidéo, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de préjugés, et notre volonté, c'est de déconstruire ces a priori. Alors, tout d'abord, on va recourir à une enquête pour essayer de mesurer s'il y a véritablement des différences d'attitude et de préférences entre les hommes et les femmes. Donc l'enquête que l'on va utiliser, c'est un module à l'enquête patrimoine de l'INSEE. C'est une enquête qui a été réalisée entre 1998 et 2011 auprès de 17 000 répondants au total. Donc c'est énorme, c'est une grande enquête qui a été mise en place par des collègues, Arondel et Masson. Cette enquête, elle est extrêmement riche. C'est une enquête qui est assez unique au monde. Alors, il y a un équivalent aux États-Unis, qui est une enquête menée par la Réserve fédérale, qui est le Survey of Consumer Finances. Nous, on va s'intéresser principalement donc à cette enquête française. Vous allez voir, il y a énormément de questions. C'est une enquête extrêmement riche. Ça va nous permettre, grâce à cette enquête, de voir les différences d'attitude à l'égard du risque, mais également les différences de préférence hors aversion au risque. On va aussi examiner les différences et les inégalités de revenus et de patrimoine, les différences dans la culture financière et les différences dans les décisions. Alors, on a reporté ça sous forme d'un tableau. Je ne vais pas ici commenter toutes les questions, seulement les principales. Alors, tout d'abord, les attitudes vis-à-vis du risque. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour mesurer l'attitude vis-à-vis du risque, il y a plein de façons de procéder. Alors, on peut poser une question très simple, comme la question J8. Donc, c'est purement du déclaratif. Sur une échelle de 0 à 10, vous considérez-vous de manière générale comme quelqu'un de prudent, limitant au maximum les risques, ou inversement, comme quelqu'un qui aime prendre des risques, qui aime l'aventure, la recherche et les nouveaux défis. Donc, on pose cette question à 17 000 individus, et puis, ensuite, statistiquement, on va faire la moyenne pour les hommes et pour les femmes. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une petite différence. Les femmes se considèrent elles-mêmes comme plus prudentes que les hommes. Alors, ça, c'est uniquement du déclaratif. On peut aussi essayer d'estimer l'aversion au risque de manière un peu plus fine, non pas par du déclaratif, mais en observant les comportements. C'est par exemple la question C43. On propose donc aux individus, c'est une expérience mentale, on ne réalise pas l'expérience en vrai, mais on propose aux individus de participer à une loterie et on demande à chacun combien les personnes sont prêtes à payer, à acheter un billet de loterie. Alors la loterie est la suivante, vous avez une chance sur deux de gagner 20 €, ou alors une chance sur deux de ne rien gagner. Combien vous êtes prêts à acheter un billet de loterie? Donc un billet de loterie qui vous donne une chance sur deux de gagner 20 €. Eh bien, on voit que les femmes sont prêtes à dépenser 4,7 € en moyenne pour acheter un tel billet, alors que les hommes sont prêts à dépenser 5 €. Là encore, il y a une petite différence. Les hommes sont prêts à prendre plus de risques que les femmes dans le cadre de cette petite expérience mentale.
Donc, a priori, il semblerait que les hommes, effectivement, ont une moindre aversion au risque que les femmes. Mais attention, vous le voyez ici, la différence, elle est relativement faible. Et puis, l'aversion au risque, c'est un concept qui est utile pour les économistes, mais finalement, ce concept, il est assez général. On peut vouloir prendre des risques dans sa vie professionnelle et pas du tout dans sa vie personnelle. On peut prendre des risques dans sa vie sportive, mais pas du tout dans sa vie professionnelle. Donc, en fait, ce qu'il nous faut maintenant, c'est essayer de voir s'il y a une vraie aversion au risque des femmes ou si, finalement, ça dépend des thématiques considérées. Alors, par exemple, dans la question J11, on pose aux individus, donc aux Français, la question suivante. Dans chacun des domaines suivants, comment vous positionnez-vous à l'égard des risques? Consommation, loisirs, on voit très peu de différence entre les femmes et les hommes. Pour ce qui est de la santé, on voit que les femmes sont plus prudentes que les hommes. C'est vrai aussi pour les carrières professionnelles, pour les placements patrimoine. Mais en revanche, concernant les décisions familiales, il n'y a pas de différence en termes de prudence ou de comportement face au risque. Donc on voit bien, l'aversion au risque, les attitudes vis-à-vis du risque dépendent beaucoup aussi des pratiques. Et puis, chose importante également, l'aversion au risque dépend aussi de votre environnement et de l'éducation. C'est un facteur clé, j'aurai souvent l'occasion d'y revenir. Si vous regardez la question J10, la deuxième en partant du haut, dans la question J10, on pose une question très importante. On demande aux hommes et aux femmes si leurs parents avaient l'habitude de prendre des risques. Les hommes et les femmes répondent cette fois-ci de la même manière. Mais ce qui change, c'est le regard qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents. Pour les femmes, excusez-moi, comme pour les hommes, on voit que les pères prennent plus de risques que les mères. Donc, il y a une forme finalement de transmission via les parents. On peut imaginer que les femmes qui ont tendance plutôt à adopter le comportement de leur mère, vont de ce fait être plus averses au risque. Et de la même manière, les hommes qui auront plutôt tendance, en moyenne, à adopter un comportement similaire à celui de leur père, eux, auront tendance à prendre plus de risques. Donc là, on voit bien commencer à apparaître l'idée qu'il y a un effet de transmission dans l'aversion au risque et les attitudes de manière générale. On va revenir sur ce point qui est très important un peu plus tard. Pour ce qui est des préférences hors aversion au risque, là aussi il y a des petites différences entre les hommes et les femmes. La question A8, elle est assez intéressante, il me semble. On demande donc aux individus ce qu'ils recherchent prioritairement dans leur travail. Alors, vous allez voir qu'il y a des différences qui peuvent être très importantes entre les hommes et les femmes. Par exemple, 24% des femmes recherchent des responsabilités, mais c'est 33% des hommes. Pour ce qui est du salaire, 39% des femmes considèrent que c'est prioritaire, mais 51% des hommes considèrent que c'est prioritaire. L'intérêt du travail, c'est assez similaire entre les hommes et les femmes, mais un point important, être utile aux autres. Être utile aux autres. 30% des femmes considèrent que c'est prioritaire, seulement 18% des hommes. Évidemment, ça se traduit ça dans les carrières. On sait que les carrières, dans le secteur de la santé notamment, sont des carrières plutôt féminines. Donc, on voit que professionnellement, il y a des différences entre hommes et femmes. Là encore, c'est du déclaratif et bien sûr, c'est lié à des représentations sociales, évidemment. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis sur les qualités ou les défauts, là aussi on a des différences en termes des différences qui sont genrées. Alors bien sûr, les hommes comme les femmes ont tendance plutôt à s'attribuer les qualités et moins de défauts. Bon, ça c'est relativement normal, mais on voit que les qualités sont différentes selon les hommes et les femmes. Les femmes se disent plus généreuses que les hommes, plus déterminées également. Elles se disent aussi plus impulsives, plus à l'écoute des autres, plus ordonnées, moins égoïstes, plus prévoyantes, plus prudentes. Donc on voit encore une fois des différences qui peuvent avoir des conséquences sur les comportements.
elles se disent aussi moins confiantes. C'est un point sur lequel on aura l'occasion de revenir. Alors, tout cela est du déclaratif. Si maintenant on s'interroge non pas sur les préférences, mais sur les comportements. Alors, par exemple, la question J3, lors d'un débat animé, vous vous trouvez en désaccord avec l'opinion majoritaire. Est-ce que vous exprimez fermement votre opinion, modérément, ou alors vous évitez la confrontation, ou même vous vous laissez convaincre? Eh bien là, on voit des différences d'attitude, de comportement, hein, au-delà des préférences, des différences d'attitude importantes entre les hommes et les femmes. Les hommes sont 25% à exprimer fermement leur opinion, contre 18% des femmes. Convaincre, argumenter, les hommes y sont en moyenne plus habitués, évidemment. Ça va avoir un impact sur les carrières et sur les attitudes dans le domaine de la finance. On va y venir, évidemment. Autre élément important, le respect des règles. Alors la question F11 est très simple, hein. Vous êtes dans une file d'attente, au supermarché, à la banque, n'importe. Avez-vous tendance à prendre votre mal en patience ou à vous impatienter? Eh bien, les hommes ont tendance à davantage s'impatienter. Question assez similaire, dans un embouteillage, est-ce que vous changez de file? Oui, plus souvent pour les hommes que pour les femmes. Dans les activités de trading en bourse, on retrouvera ce type d'attitude. Vous arrive-t-il de passer, c'est la question F28, vous arrive-t-il de passer au feu orange? C'est plus souvent les hommes que les femmes. Dépasser la vitesse autorisée, c'est bien plus souvent les hommes que les femmes. Les hommes ont en moyenne tendance à moins respecter les règles. Ça, évidemment, en finance, ça va être un souci. Autre point maintenant, un peu descriptif, bon, ça ne fait que confirmer des choses qu'on sait déjà. Il y a des inégalités fortes en termes de revenus. Le revenu dans notre enquête, le revenu annuel des femmes et des hommes est très différent au désavantage des femmes. Les femmes ont par ailleurs des revenus beaucoup plus souvent irréguliers. Et pourtant, leurs compétences sont pas vraiment différentes. Par exemple, les mentions au bac, alors il y a une petite différence. Les femmes sont plus nombreuses dans les matières littéraires, mais si on les interroge sur le niveau de mathématiques, eh bien, les femmes se disent plus souvent bonnes que les hommes. Elles ont souvent en moyenne, on le sait, des résultats scolaires qui sont meilleurs, et ça se traduit donc par des différences de revenus qui sont inégales en défaveur des femmes. Donc là, il y a une forme de paradoxe qu'il va bien falloir essayer d'expliquer. Voilà, alors pour conclure sur Pater, l'enquête Pater nous confirme un certain nombre de stéréotypes. Les femmes sont plus averses au risque que les hommes, légèrement plus. Elles sont plus prudentes, elles ont tendance à davantage respecter les règles, elles sont plus généreuses, elles sont moins agressives. Mais attention, ces premiers résultats, maintenant, il s'agit d'essayer de les expliquer, de déconstruire ces stéréotypes. Pourquoi on a de telles différences? Est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que les femmes sont nées comme ça? Ou au contraire, on va le voir, est-ce que ce ne sont pas des constructions sociales? Quel est le rôle des transmissions? Quel est le rôle de l'éducation dans ces attitudes, dans ces choix? Il ne faut pas, évidemment, que les uns comme les autres s'enferment dans des stéréotypes. Et donc, la suite de l'article vise justement à déconstruire ces stéréotypes en essayant de montrer que ces différences, elles sont souvent construites. Alors, la question, elle est essentiellement, inné ou acquis. Alors, il y a beaucoup d'études académiques sur cette question qui vont essayer de mesurer les différences entre hommes et femmes. Et ici, je vous donne quelques références. Elles sont disponibles très facilement sur Internet. Donc, ce sont des articles académiques. En gros, on en a de nombreuses. Les différences sont constatées dans la plupart, dans la très grande majorité de ces études.
Et la question qui est posée principalement dans ces études, c'est de savoir s'il s'agit de différences biologiques liées aux gènes, liées aux hormones, ou est-ce que c'est le produit donc de la socialisation. Alors, dans ce champ de recherche, on a depuis maintenant une dizaine d'années des articles qui utilisent donc des méthodes de neuroéconomie. Donc, quelle est l'idée ? L'idée des premiers articles, ça va être de mesurer le taux de certaines hormones, en particulier le taux de testostérone et le taux de cortisol, et de lier ça à l'aversion au risque. Donc la première étude qui a été abondamment citée, une étude très célèbre, s'est intéressée au cas des traders, donc à Londres, à la City. Et donc les auteurs ont réalisé des tests pour déterminer le niveau hormonal, le niveau de testostérone donc des traders. Et dans cette étude, il montre que les traders qui ont un niveau de testostérone plus élevé ont tendance, dans leurs activités professionnelles, à prendre plus de risques que les autres. Alors c'est une étude qui a été abondamment citée, une des premières du genre, mais cette étude elle porte sur un tout petit échantillon, et donc elle mérite d'être généralisée. Parallèlement à cette étude, on a une autre étude réalisée cette fois-ci auprès d'un panel d'étudiants où on examine de la même manière le lien qu'il peut y avoir entre la testostérone qui a été mesurée au préalable et l'aversion à l'égard du risque qui est mesurée grâce à des enquêtes, à des loteries comme on a pu voir dans l'enquête Pater, des tests un peu similaires. Cette étude qui est menée sur un échantillon plus large mais un échantillon d'étudiants offre des résultats qui sont peu conclusifs pour le coup. Il n'y a pas vraiment de lien entre la testostérone et l'aversion au risque. Alors il y a d'autres études qui mesurent donc le degré de masculinité et qui reposent donc sur d'autres mesures que les tests de testostérone, parce que les tests de testostérone c'est assez coûteux. Donc d'autres mesures ont été utilisées, notamment l'indice de Manning. Alors l'indice de Manning, comment il est construit ? Eh bien, il s'agit d'un ratio où on mesure la longueur de l'index avec la longueur de l'annulaire. Et le rapport des deux nous donne un indice qui est plus élevé en moyenne chez les hommes que chez les femmes. Et donc à partir de cet indice, on peut mesurer un degré de masculinité, puisque il semblerait que cet indice soit lié au taux de testostérone. Une autre mesure qui est utilisée dans les articles académiques, c'est le rapport entre la largeur et la longueur du visage, l'indice FWHR. Donc, je vous donne ici deux exemples. Nick Leeson, qui a un ratio largeur sur hauteur assez élevé, donc avec un visage assez masculin, et à l'inverse, McCartney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui a un visage plus allongé. Là encore, certaines études utilisent ce type de ratio pour mesurer le degré de masculinité. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Nick Leeson, c'est un trader, mais qui a fraudé, qui a pris beaucoup de risques et qui a conduit sa banque à la faillite en 1995. C'est un épisode assez célèbre de faillite bancaire. Et McCartney, c'est un banquier central qui est connu pour des positions quand même qui sont très pro-sociales. Notamment, il a été un des premiers à mettre en évidence le fait que les banques centrales doivent doivent participer à la lutte contre le changement climatique. Donc, vous voyez, évidemment, ces deux exemples n'ont pas été pris au hasard. C'est un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Bon, dans l'ensemble, je vous présente ces mesures parce qu'elles sont utilisées par les articles académiques, mais ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est que ces mesures sont pas des mesures très, très, très robustes. L'indice de Manning comme le ratio FWHR sont extrêmement approximatifs
Et d'ailleurs, les biologistes, les scientifiques sont assez peu confiants dans ce type de mesures, alors, qui sont utilisées un peu en économie, mais qui sont à manier avec prudence. Voilà. Alors, même si on mesure directement la testostérone, on a un certain nombre de problèmes, parce que la testostérone, c'est connu comme une hormone sociale. Alors, j'entends par là que la testostérone, elle va varier aussi en fonction de l'environnement. Et donc, on a un problème d'endogénéité. Selon l'environnement, on influe à la fois sur le niveau de testostérone et donc la prise de risque. Il y a Fisk et ses co-auteurs, dans un papier de 2017, insistent beaucoup sur ce problème qui vient donc limiter la portée des études antérieures. Donc, pour pallier ce problème d'endogénéité, plus récemment, plutôt que de mesurer le niveau de testostérone, qui donc peut influencer selon l'environnement, on a des auteurs qui ont cherché à administrer de façon exogène de la testostérone à des participants avant d'examiner leur performance en laboratoire, leur attitude vis-à-vis du risque. Donc pourquoi je mentionne ces deux études ? Eh bien, dans un souci méthodologique, il faut bien sûr toujours être très soucieux de ces problèmes d'endogénéité. On voit que Nadler et ses co-auteurs ont trouvé la parade à ce problème d'endogénéité en administrant de façon exogène un niveau de testostérone. Et en administrant ce niveau de testostérone et en comparant avant et après les résultats, eh bien, il semblerait que ça joue effectivement sur la prise de risque. Une autre façon de mesurer l'impact des gènes ou des hormones sur la prise de risque consiste à examiner le cas particulier des jumeaux. Alors, on a des bases de données. La plus connue, c'est la base de données suédoise qui enregistre depuis maintenant plusieurs décennies le cas des jumeaux qui sont nés donc, en Suède. Et ces bases de données ont été utilisées dans beaucoup d'études épidémiologiques. Et puis, de plus en plus, ces bases de données sont utilisées pour examiner les différences de comportement économique. Donc, entre des jumeaux qui partagent une part importante de leur patrimoine génétique. Alors, si on veut aller un peu plus loin dans cette discussion, il faut en plus distinguer les jumeaux homozygotes, qui ont exactement le même patrimoine génétique, puisqu'ils sont issus du même œuf, et les jumeaux hétérozygotes, qui ont en moyenne une moitié de gènes en commun. Et donc, on va comparer les paires de jumeaux entre elles pour savoir s'il y a effectivement des différences d'aversion au risque, d'attitude entre les hommes et les femmes. Il y a plusieurs études qui ont été menées à partir de ces bases de données de jumeaux et le facteur génétique explique une part importante des variations individuelles observées. Alors ça dépend selon les études, ça dépend selon les cas, mais par exemple Cesarini, qui a beaucoup travaillé sur cette question, montre que la participation au marché boursier est expliquée pour un quart à peu près par des facteurs génétiques. De même pour l'allocation de portefeuille. L'allocation de portefeuille est liée, semble-t-il, à des facteurs génétiques. Donc ces études sont très intéressantes parce qu'elles ont un processus d'identification qui est assez solide, même si ces études sont évidemment peu généralisables. On ne peut pas mener énormément d'études sur le cas de ces jumeaux. Ça, c'est le principal défaut. Le facteur génétique est important, mais il n'explique pas tout. Des investisseurs, donc des individus jumeaux, homozygotes, qui ont grandi donc dans la même famille, dans le même environnement, ont pourtant quand même des comportements qui diffèrent. Donc les gènes, les hormones n'expliquent pas tout. Il y a de nombreux facteurs largement inobservables. Tous ces facteurs jouent potentiellement sur les comportements financiers. Et notamment, l'expérience. L'expérience de chacun joue énormément sur la composition des portefeuilles et sur le fait même d'investir sur les marchés boursiers. Le fait d'avoir connu des crises boursières notamment est un élément important qui joue bien plus selon les études que les facteurs génétiques
ou biologique. Et donc, ça nous amène donc à la deuxième champ d'explication, les effets de la socialisation. L'aversion au risque, l'agressivité, l'empathie ne sont pas des traits uniquement innés, ça résulte aussi de processus d'apprentissage et de l'expérience de chacun. Alors, pour essayer de donner une idée de cela, je vous propose de revenir à l'enquête Pater. Comme on l'a vu dans l'enquête Pater, les hommes et les femmes estiment de la même manière que leur père a pris beaucoup plus de risques que leur mère. 42% contre 30%, et ce résultat-là, il est identique que l'on interroge des hommes ou des femmes. Maintenant, le test qui peut être intéressant est le suivant. On va restreindre, ce que je vous propose, c'est de restreindre l'échantillon à des femmes dont la mère a pris plus de risques dans la vie que leur père. C'est un petit échantillon, mais c'est un échantillon assez intéressant. Pourquoi ? Parce que si on se restreint à ces femmes qui ont eu un exemple différent des femmes en moyenne, puisqu'elles déclarent que leur mère a pris plus de risques, eh bien, on va chercher à mesurer le niveau d'aversion au risque de ces filles, et il apparaît que leur niveau d'aversion pour le risque est le même que celui des hommes. Je répète l'expérience. On restreint l'échantillon à des femmes dont la mère a pris beaucoup de risques, eh bien on remarque que ces femmes elles-mêmes prennent plus de risques, en tout cas autant que les hommes. Et donc, ça montre ici que l'aversion au risque, c'est bien aussi affaire de transmission et d'éducation. D'autres études ont des protocoles un petit peu similaires et montrent que les phénomènes d'identification peuvent être très forts, notamment les enfants dont les parents ont des carrières stéréotypées ont des choix eux-mêmes plutôt stéréotypés. De même, on peut s'interroger sur le rôle des pratiques sportives. Dans l'éducation, les pratiques sportives jouent un rôle majeur. Et les individus, hommes ou femmes, qui ont eu des pratiques sportives à risque durant leur enfance, ont fait cet apprentissage du risque. Et on peut s'attendre à ce qu'ils soient moins averses au risque. Eh bien, l'enquête Pater nous permet de mener ce type de test, et il ressort qu'effectivement, il y a un effet d'apprentissage. De la même manière que précédemment, si on restreint dans l'enquête Pater, si on considère un sous-ensemble de femmes qui ont pratiqué du sport, et notamment des sports à risque. Alors les sports à risque, dans l'étude, c'est le ski par exemple, ou le rugby, ou le football. Eh bien, ces femmes qui ont pratiqué des sports qui sont généralement soit à risque, soit plutôt masculins, eh bien, elles déclarent ensuite avoir des niveaux d'aversion au risque qui sont similaires au fond à ceux des hommes. Notre façon de mesurer l'effet de la socialisation. Plus largement, il y a des études qui ont été menées sur la base de quasi-expériences naturelles. On a plusieurs études dans la littérature. Une étude assez célèbre de Gnisi, Léonard et List qui s'intéresse à deux tribus. Une tribu patriarcale en Tanzanie et une tribu matrilinéaire en Inde. Alors une tribu matrilinéaire, c'est une tribu dans laquelle le nom de famille est transmis puis la mère. Et pour les sociologues, les ethnologues, c'est signe d'une égalité homme-femme plus importante que dans les tribus traditionnellement patriarcales. Eh bien, dans cette tribu matrilinéaire, les auteurs montrent que les femmes ont plus d'appétence pour la compétition que les hommes, alors que généralement, le goût pour la compétition, c'est plutôt une caractéristique dite masculine. Une autre étude a été menée auprès d'élèves britanniques inscrits dans des collèges mixtes et non mixtes. Quand les filles sont éduquées dans des environnements non mixtes, les filles ont tendance à répliquer des stéréotypes plutôt féminins, notamment en termes d'aversion pour le risque, alors que lorsqu'elles sont dans des univers non mixtes, elles n'ont pas ce besoin de coller à un stéréotype quelconque. Une dernière étude qui est intéressante utilise les résultats d'un jeu télévisé, le jeu Jeopardy. Donc, les auteurs ont enregistré des dizaines et des dizaines de séances du jeu et ont essayé de comparer les stratégies des joueurs. Eh bien, il ressort que les femmes adoptent des stratégies plus risquées lorsqu'elles jouent entre elles
que lorsque elles sont confrontées dans le jeu à des hommes. Donc voilà, je vous présente ces 3 articles-là qui, sur le fond, montrent que l'effet de la socialisation est important dans les attitudes. Ça, c'est pour le fond. Mais j'aimerais aussi insister sur l'approche. Ces approches quasi expérimentales demandent de faire preuve d'un peu d'originalité dans le protocole expérimental, mais ce sont des approches qui, méthodologiquement, sont très intéressantes. Donc ce sont des exemples que je souhaitais mettre en avant. Alors, il y a d'autres expériences, cette fois-ci, qui ne sont pas des expériences naturelles, mais des expériences en laboratoire, où on va comparer la version au risque des hommes et des femmes, en manipulant un peu le contexte. Par exemple, Carr et Steele vont exposer les participants à l'expérience à des stéréotypes, avant de les faire jouer. Alors évidemment, les participants ne sont pas informés de l'expérience et de l'objectif de l'expérience, mais on leur soumet soit des textes, soit des photos qui sont un peu stéréotypées avant d'avoir à répondre à des questions sur l'aversion au risque. Et on montre que le fait d'avoir conditionné un peu les hommes et les femmes, ça les conduit à avoir eux-mêmes des comportements plus stéréotypés, plus masculins pour les hommes, plus soi-disant féminins pour les femmes. Il y a plusieurs études comme ça qui montrent que les hommes, par exemple, font des choix plus risqués lorsque ils sont observés et qu'ils sont amenés à craindre que l'on mette en doute leur virilité, par exemple. Enfin, dans les expériences, selon que les questions sont plus ou moins abstraites, plus ou moins contextualisées, les écarts entre hommes et femmes diffèrent. Plus les expériences sont abstraites, plus les écarts sont importants. Mais dans le concret, il y a semble-t-il moins de différence entre hommes et femmes. Enfin, on a beaucoup parlé de socialisation, mais bien sûr, un des points numéro 1, si on parle de finance, c'est l'éducation financière, les connaissances en finance. Alors les connaissances en finance, de manière générale, sont assez faibles dans la population. Il y a beaucoup de papiers, donc notamment de Lizardi et Mitchell, qui ont beaucoup travaillé sur cette question et qui montrent en gros une ignorance financière généralisée dans la population. Mais cette ignorance financière, elle touche encore plus les femmes que les hommes. Et alors, la note positive, c'est qu'il est possible de remédier à cette ignorance financière en mettant en place des programmes d'éducation financière, expliquer aux gens, apprendre aux gens à calculer, à faire du calcul de taux, à mesurer les risques. Et la bonne nouvelle, c'est que ces programmes d'éducation financière, bien sûr, augmentent le niveau de connaissance de tous, mais en plus, viennent à combler l'écart entre les hommes et les femmes. Donc la partie 2 de ce chapitre. Alors qui est consacrée cette fois-ci aux décisions financières prises par les femmes, les décisions financières de tous les jours. Alors, on a vu que les femmes étaient plus prudentes, moins audacieuses, moins agressives. Et quelle que soit l'origine de ces différences, la question est de savoir si ça a un impact sur les décisions financières. Alors, on va distinguer 2 types de décisions financières. Les décisions financières au niveau des choix de placement, ce qu'on appelle les choix de portefeuille. Et puis ensuite, on verra les décisions financières au niveau des demandes de crédit. Alors, on pourrait essayer d'avoir un tableau, encore une fois, à double entrée, où on a d'une part les différences en termes de préférence, en termes de capital financier et culturel. Donc, en ligne, j'ai mis ces différentes caractéristiques pour les individus. Et puis, en colonne, l'impact que ça peut avoir sur la pratique, sur les marchés financiers, le crédit bancaire. Et donc ici, il y a une tentative donc de classification pour essayer d'avoir un certain nombre d'hypothèses sur le comportement donc des individus. Alors, si vous êtes plus averse au risque, on peut s'attendre, par exemple, c'est la première ligne, à ce que vous participiez moins au marché boursier, à ce que si vous participez, vous déteniez moins d'actions, moins de placements risqués. De la même manière, l'aversion pour l'ambiguïté, elle va réduire votre participation au marché boursier.
On peut ainsi, j'ai donné un exemple, quelques exemples, essayer de voir comment les différences en termes de préférence peuvent avoir un impact sur les différences en termes d'attitude. Ça nous permet donc de mettre en place un certain nombre d'hypothèses que ensuite on teste empiriquement. Et dans la suite, bien, je vais vous livrer le résultat des tests empiriques justement qui valident ou invalident ces différentes hypothèses. Alors, pour ce qui est des choix de portefeuille, il y a plusieurs études sur la question qui montrent que on a une plus faible détention d'actions chez les femmes. Elles optent généralement pour des solutions moins risquées. Autrement dit, elles vont détenir moins d'actions dans leur portefeuille. Ce résultat a été obtenu à plusieurs reprises et il y a une certaine unanimité sur cette question. En revanche, lorsqu'on tient compte bien de l'éducation financière, on voit que ces différences sont moindres. Hein. Les femmes qui ont une bonne connaissance des marchés financiers ont un portefeuille qui, dans sa composition, est assez similaire à celui des hommes, toutes choses égales par ailleurs. Et puis, il y a certainement des aspects culturels qui jouent, encore une fois. Hein. Des études historiques montrent que, au XVIIIe siècle, on avait une situation inverse à celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque les femmes, celles qui le pouvaient en tout cas, investissaient plus largement sur les marchés financiers. Alors, ça ne concerne évidemment pas toute la population, mais uniquement la population des investisseurs potentiels. Mais au XVIIIe siècle, la spéculation, c'était plutôt vu comme un trait féminin, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt assimilé à un trait masculin. Comme quoi, les aspects culturels, les stéréotypes jouent de manière importante. Et puis si on essaye d'avoir un regard qui n'est pas centré uniquement sur le monde occidental, l'Europe, les États-Unis, il apparaît qu'en Asie, en Chine notamment, les choix de placement ne sont pas genrés. En tout cas, ils le sont beaucoup moins qu'ils ne peuvent l'être en Europe ou aux États-Unis. Alors, pour ce qui est de l'Europe et des États-Unis, le fait que les femmes aient des portefeuilles différents, composés différemment, ça a un impact sur la rentabilité de leur portefeuille. Giannakopoulos et Bernasek nous offrent un exemple de cela. Ils prennent des données sur la période 76-95 où la rentabilité des portefeuilles, donc pour les hommes et pour les femmes, est différente au désavantage des femmes. La rentabilité n'est que de 4,7% pour les femmes, contre 5,6% pour les hommes. Et ça, c'est dû au fait que les femmes investissent moins dans des actifs risqués. Les actifs risqués sont les actifs aussi les plus rentables. Alors, un point de pourcentage à peu près de différence, quel impact ça a économiquement? Ça peut avoir un impact très fort. Si par exemple, c'est un calcul très simple de capitalisation, si vous avez un homme et une femme qui placent chacun 1 000 € sur 20 ans pour leur épargne retraite, pour les femmes, la dotation au final sera de 2 485 $, contre 2 956 $ dans le second cas. Donc on est presque à 50% du patrimoine initial en plus pour les hommes. Donc on voit évidemment que des différences d'attitude peuvent conduire à des différences de comportement qui ont un impact fort, notamment là sur les inégalités de patrimoine. Alors, ce qu'il faut bien sûr dire ici, c'est que la période qui a été choisie, 76-95 par les auteurs, qui publient leur article en 98, c'est une période qui est très favorable au marché boursier. Si on prend la période, au contraire, 95-2020, la période est beaucoup moins favorable au marché boursier, parce que les marchés sont beaucoup volatiles, parce que vous le savez, on a connu, en l'espace de 20 ans, 25 ans, on a connu 3 crises, l'éclatement de la bulle Internet, la crise de 2007-2008 liée au subprime, et plus récemment encore, la crise sur les marchés boursiers liée au coronavirus. Donc, ces 3 crises font que les performances en bourse sont bien moindres, et du coup, les écarts seraient moins importants, évidemment. Malgré tout, quand même, on peut remarquer que pour les femmes, c'est un peu la triple peine en termes de retraite par capitalisation. Alors, c'est surtout valable pour les États-Unis, bien sûr, parce qu'en France, le système de retraite est un peu différent. Mais dans le cas d'un système de retraite par capitalisation, on a une triple peine. Les femmes cotisent moins. Pourquoi? Parce qu'elles ont des emplois moins bien rémunérés. Elles
sont davantage concernées par le temps partiel, elles ont des carrières interrompues, donc tout ça fait qu'elles cotisent moins. Et puis leur épargne retraite est moins rentable, comme on l'a vu, puisque la composition de leur portefeuille est différente. Et troisième élément, elles vivent en moyenne plus longtemps, donc dans le cadre d'une retraite par capitalisation, eh bien, la rente est plus faible. Donc il y a un vrai désavantage ici donc, pour les femmes dans le cadre des retraites par capitalisation. Je le répète, ces résultats en termes ces différences en termes de placement financier varient beaucoup avec le niveau d'éducation financière. Encore une fois, l'éducation financière parvient à combler l'écart entre les hommes et les femmes, et lorsqu'elles sont instruites, les femmes ont des comportements financiers qui sont assez proches de ceux des hommes. Par ailleurs, certaines études se sont intéressées donc, au rôle des stéréotypes et aux effets autoréalisateurs. Les femmes étant perçues comme plus prudentes lorsqu'elles contactent leurs conseillers financiers, eh bien, ceux-ci ont tendance à leur proposer des placements financiers plus conservateurs. Donc, c'est une forme de discrimination. Alors, il est difficile de définir l'origine de cette discrimination. Est-elle statistique? Est-elle une discrimination liée aux préférences? Quoi qu'il en soit, les femmes, on leur conseille des placements financiers plus prudents, ce qui est donc un effet autoréalisateur assez classique et ce qui conduit à renforcer donc, les stéréotypes. Donc certains auteurs sont même jusqu'à proposer que l'on apparie les conseillers bancaires et les investisseurs par genre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une femme, il est peut-être préférable que vous ayez donc un conseiller bancaire qui soit elle-même une femme pour peut-être atténuer ces effets de stéréotypes autoréalisateurs. Il y a un autre élément dans les placements financiers qui est lié donc, à des problèmes de genre, c'est tout ce qui est relatif à l'excès de confiance. Un papier très célèbre de Barber et Odéan, intitulé Boys Will Be Boys. Ce papier est très célèbre dans la littérature parce qu'il montre que les femmes ont au final des performances financières qui sont meilleures que celles des hommes dans le cadre de leur stratégie de placement. Donc cette étude, elle repose sur un échantillon très très large d'investisseurs aux États-Unis, donc des hommes et des femmes. On compare donc les rendements bruts des portefeuilles pour chacune des catégories, hommes et femmes. Les rendements bruts sont relativement similaires entre hommes et femmes, mais comme les femmes réalisent en moyenne moins de transactions, et ça peut être lié à un moindre excès de confiance, comme elles réalisent moins de transactions, eh bien elles paient des coûts de transaction moindres, et donc elles ont des performances nettes plus élevées que les hommes. Donc ça, c'est un résultat qui est très intéressant, qui a été d'ailleurs confirmé par d'autres études par la suite. Et puis, dernier point sur les femmes et les marchés financiers, une étude assez récente montre que les femmes sont moins souvent victimes de fraude en matière de placement financier. Et là encore, c'est peut-être lié à ce qu'elles sont moins en situation d'excès de confiance. Pour ce qui est de l'accès au crédit. Alors, l'accès au crédit est plus difficile et plus coûteux pour les femmes. Un papier d'Alesina, Lotti et Mustrali sur l'Italie montre assez clairement qu'il y a une discrimination à l'encontre des femmes. En revanche, ça c'est pour l'aspect crédit traditionnel, en revanche, les femmes semblent avantagées pour ce qui concerne le microcrédit. Traditionnellement, le microcrédit, ces crédits accordés pour des tout petits montants, sont souvent à l'avantage des femmes. Sauf que si on y regarde d'un peu plus près, ici, les femmes font face à ce qu'on appelle un plafond de verre. En effet, elles obtiennent plus souvent des crédits dans le cadre du microcrédit que les hommes, mais en revanche, le montant des crédits est limité. Et les hommes reçoivent des montants plus élevés. Enfin, pour ce qui est du crowdfunding, les femmes sont, semble-t-il, avantagées. Alors, ce résultat pourrait être assez positif, sauf que c'est peut-être pour de mauvaises raisons. En effet, un article de Ravina montre
que les personnes qui sont avantagées dans ces plateformes de crowdfunding, qui sont des plateformes sur Internet, sont les personnes qui mettent des photos d'elles-mêmes. Et puis, il s'avère que plus la photo est jolie et plus vous avez facilement des conditions de crédit avantageuses. Donc, et ça, c'est semble-t-il à l'avantage des femmes. Alors, ce papier, il est important. Hein. Il montre des effets de discrimination. Alors, cette fois-ci, hein, certes, à l'égard des femmes, mais il montre surtout qu'il y a de la discrimination à l'égard des personnes qui sont, dont les photos sont les moins jolies. Et puis, ce papier montre aussi, c'est un papier qui porte sur le marché américain, il montre qu'aussi une discrimination sur les minorités raciales. Hein, donc, tout cela appelle évidemment à une réglementation de ces plateformes de crowdfunding. Alors, en Europe, un papier un peu plus récent ne semble pas déceler ce type d'effet. Donc, dans la partie précédente, on s'est intéressé donc, à la finance et aux questions de genre du point de vue bien de la demande de services financiers. Hein, on s'est intéressé au placement financier, à la demande de crédit. Dans cette partie, on va examiner l'autre côté, l'offre de services financiers, et on va s'intéresser donc aux carrières dans les métiers de la banque et de la finance. Et donc, pour commencer, quelques statistiques. Alors, la première chose à noter, hein, c'est que, eh bien, dans la banque, dans la finance, on a une majorité de femmes. Hein. 57% du total des salariés dans le secteur bancaire sont des femmes. Alors, bien sûr, ce pourcentage, il varie beaucoup selon le type d'activité. Les femmes sont extrêmement majoritaires, par exemple, dans les ressources humaines, hein, à près de 90%. Elles sont aussi très très majoritaires à 80-85% dans le secrétariat, la gestion administrative. Et puis, en revanche, elles vont être minoritaires hein, dans les services informatiques et puis aussi dans les activités les mieux rémunérées, les plus prestigieuses, à savoir concepteurs de produits financiers, opérateurs de marché, hein, ces deux métiers étant aux 2/3 masculins. Si on s'intéresse à la banque de détail, on voit aussi que les femmes, bien sûr, sont majoritaires. Hein, en tant que chargées d'accueil, hein, les 3/4 des chargés d'accueil sont des femmes. Et puis, on voit que même s'il y a une majorité de femmes, à mesure que le poste demande plus de responsabilités, à mesure que le poste aussi est mieux payé, on a de moins en moins de femmes. Donc, je vous disais, les 3/4 des chargés d'accueil au sein des agences bancaires sont des femmes. Elles sont un peu moins nombreuses à être chargées de clientèle. Elles sont un peu moins nombreuses à s'occuper non pas des prêts aux individus, mais des prêts aux entreprises. Là, on est presque à moitié-moitié. Et pour ce qui est de la direction d'agence, eh bien, on retrouve une majorité d'hommes. Donc on voit bien hein, ce lien très étroit, mais qu'on retrouve dans tous les secteurs, entre eh bien, la féminisation des postes et le fait d'avoir des postes à responsabilité fortement rémunérés. Ça se traduit par une différence importante de salaire. Alors ici, je vous donne des données sur le Royaume-Uni. Si on classe les salariés par quartile, hein, au sein du secteur donc, de la banque et de la finance, on voit que les femmes, en bleu ici, sont 60% dans le premier quartile, le quartile le moins bien rémunéré. Elles ne sont que 30% dans le dernier quartile. Donc, bien sûr, des inégalités salariales qui sont très fortes. Ce n'est pas spécifique au secteur financier, mais c'est important dans le cadre du secteur financier. Alors, depuis peu, hein, récemment, depuis le 17 mars 2017, il y a eu des mesures de sensibilisation qui ont été prises par le secteur bancaire pour justement sensibiliser à ces écarts de salaire entre les hommes et les femmes. En 2019, hein, une loi a été mise en place en France qui oblige les entreprises d'au moins 50 salariés à fournir bien des données. Alors, pour le moment, c'est des indices composites hein, sur l'égalité homme-femme pour apprécier un peu mieux donc, les différences de salaire, le fameux gender gap. Au Royaume-Uni, on a une mesure qui est similaire qui a été mise en place depuis maintenant 2-3 ans. Les entreprises de plus de 250 salariés doivent communiquer directement l'écart de salaire. Ce n'est pas un indice composite comme en France, c'est un peu compliqué dans le cas de la France. Au Royaume-Uni, elles communiquent directement les écarts de salaire. Donc ça nous permet d'avoir
des chiffres sur les inégalités salariales. Alors pour ce qui est de 2017, par exemple, l'écart de rémunération au sein des entreprises britanniques, il était de 14%. Mais pour ce qui est des banques, il était de 35%. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a un écart de salaire entre hommes et femmes, et ça, c'est valable dans la plupart des secteurs, mais il est particulièrement fort dans le cas des banques. Là, on a des chiffres britanniques qui nous le montrent très clairement. Et puis, si on s'intéresse à quelques banques, par exemple à Barclays ou pire encore à HSBC, les écarts sont extrêmement importants. Chez HSBC, la différence de salaire entre les hommes et les femmes est de 60%. Et les différences de bonus sont encore plus importantes puisqu'elles sont de 85%. HSBC, c'est le pire exemple qu'on puisse trouver parmi les grandes entreprises britanniques. Et pourtant, HSBC, dans son document, n'hésite pas à déclarer que, ils sont très, très confiants dans leur stratégie salariale. Bon, je crois qu'il y a évidemment des progrès à réaliser dans le secteur bancaire, en particulier donc chez HSBC. On a aussi des études un peu plus qualitatives sur les salariés dans le secteur bancaire. On s'aperçoit notamment que les hommes arrivent mieux, alors c'est du déclaratif, mais dans cette enquête, ils disent mieux gérer leur vie privée et professionnelle. 97% des hommes contre seulement 73% des femmes. C'est un point que l'on retrouvera assez souvent. Les femmes dans le secteur bancaire se plaignent souvent d'avoir du mal à concilier vie professionnelle et vie privée. Ce point est particulièrement détaillé dans un rapport du Parlement britannique, ce rapport intitulé Women in Finance, dans lequel il ressort que les femmes se plaisent de cette culture sexiste qui est qualifiée dans le rapport d'alpha male. Elle reproche donc au secteur bancaire et financier de mettre beaucoup l'accent sur le présentéisme, ce qui, lorsque vous êtes une femme, lorsque vous avez des enfants, évidemment, est un vrai handicap. Elles se plaignent aussi de la mauvaise prise en compte de la maternité dans le déroulement des carrières. Donc ça, sont des points importants sur lesquels la réglementation peut jouer un rôle via l'attribution notamment des congés paternité, en faisant en sorte que ces congés paternité soient significatifs et puis respectés. Alors, il y a aussi des travaux sociologiques sur les femmes dans la finance. Je serai très bref sur ces travaux parce que ça sort un petit peu de mon champ de compétences. Mais ces travaux sociologiques montrent que les femmes ont tendance à s'auto-censurer. Elles sont moins nombreuses à demander des augmentations, à demander des promotions. Et puis, l'autre caractéristique importante, c'est une forme de biais de sélection. Les femmes qui réussissent à faire carrière dans le monde de la banque et de la finance ont des attitudes qui sont peut-être pas forcément représentatives de Madame Tout-le-Monde. Elles doivent, pour réussir, adopter des codes masculins, faire preuve peut-être de plus d'agressivité. On va revenir sur cette question-là. Juste un point pour dire que ces études sociologiques s'intéressent évidemment aux places des femmes dans le secteur bancaire et financier, mais ils s'intéressent également plus largement donc, au problème de diversité, qui n'est pas qu'une question de genre. Et cette diversité dans le secteur bancaire et financier, elle pose parfois problème. Alors, pour faire face donc aux obstacles que les femmes trouvent devant elles dans les carrières bancaires et financières, on a une multitude d'associations de femmes. Ici, vous en avez quelques-unes avec des liens Internet. Il y a beaucoup de ces associations qui ont été mises en place, alors pas forcément récemment, mais depuis pas mal d'années. L'objectif de ces associations, c'est d'opérer un peu de mentoring, une forme d'entraide entre femmes. Alors, ce que je remarque quand même qui est assez spécifique, en tout cas en France, c'est que ces associations adoptent souvent un ton un peu girly, un peu féminin. Donc, pour des associations qui veulent défendre une plus stricte égalité dans le monde professionnel, je trouve que leur présentation est assez genrée.
Alors que ce soit une présentation comme chez Natixis avec de jeunes femmes très souriantes, que ce soit une police de caractère, une écriture un peu girly, ou alors très très féminine. On a voilà souvent, alors que ces associations cherchent à défendre plus d'égalité, on a souvent, on tombe dans le piège un peu du stéréotype. Alors ces réseaux de femmes, je disais, ne sont pas forcément très récents. Les premiers réseaux aux États-Unis datent des années 50. Le premier réseau français Femmes et Finances a été créé en 1983, avec pour objectif donc de promouvoir le rôle des femmes dans la finance, mais pas que. Alors, on a des travaux de sociologie sur ces questions qui montrent que, comme je le disais un peu tout à l'heure, ces associations ont une attitude un petit peu paradoxale, parce qu'en même temps, elles défendent l'égalité salariale et l'égalité de carrière au sein du secteur bancaire, mais elles ont en même temps une éthique culturelle assez libérale. Filleur évoque un féminisme et un féminisme de marché. C'est presque un oxymore, féminisme de marché. Pourquoi pas, au fond. Mais en tout cas, ces mouvements féministes, ces réseaux de femmes, sont pas toujours soutenus par des mouvements féministes, disons, plus radicales. Une étude très intéressante en France de Bonnie Le Goff sur justement la sociologie de ces réseaux en France parle de mobilisation respectueuse, de militantisme consensuel, avec l'idée que ces réseaux militants ont une approche qui est beaucoup moins radicale que beaucoup de réseaux féministes. Donc là, il y a un positionnement pour ces réseaux qui est pas simple. Alors, si on s'intéresse maintenant aux études empiriques qui examinent donc les pratiques dans le milieu bancaire et financier, les pratiques des femmes, eh bien, lorsqu'elles sont gérantes d'actifs, alors il y a très peu de gérantes d'actifs femmes. Le métier de la gestion d'actifs, c'est principalement des hommes. Les femmes sont peu nombreuses, 10% à peine des gérants d'actifs. Mais les études montrent qu'elles ont une plus grande aversion au risque, donc elles ont des stratégies moins risquées. En revanche, les résultats sont plutôt mitigés sur les performances. Il n'y a pas de différence vraiment significative. On peut aussi, quelques études le font, s'intéressent aux femmes lorsqu'elles sont analystes financiers. Il semblerait qu'elles aient moins d'excès de confiance, elles réalisent moins de recommandations positives, mais leurs prévisions sont aussi moins précises. Alors, on n'a que quelques études, donc c'est difficile de généraliser ces résultats, mais semble-t-il que les femmes, lorsqu'elles sont analystes financiers, elles ont un comportement qui est un peu différent donc, de celui des hommes, un peu plus prudent, pour résumer. Donc on a vu le cas des femmes gérantes d'actifs, on a vu le cas des femmes analystes financiers, mais les femmes traders. Alors les femmes traders, il y en a très très peu, et on n'a pas d'études de terrain. En revanche, on a quelques études expérimentales qui peuvent nous aider à y voir plus clair. Si on compose les salles de marché avec plus de femmes, qu'est-ce qui se passe ? Les études en laboratoire nous montrent qu'il n'y a pas de résultats forcément différents. Par exemple, lorsque vous faites en laboratoire jouer donc des participantes ou des participants, eh bien, il n'y a pas de différence pour ce qui est de l'apparition de bulles spéculatives. Dans les deux cas, on voit apparaître des bulles spéculatives. En revanche, un résultat intéressant est que la mixité peut conduire à une moindre volatilité et une plus grande stabilité des marchés financiers. Il semblerait donc que c'est la mixité qui importe pour réduire l'instabilité. Et pour ce qui est des femmes banquières, est-ce que lorsque les femmes accordent les crédits, elles ont un comportement différent ? Eh bien pour Beck, Baer et Guttler, qui est la principale étude sur la question, oui. Alors, non pas parce qu'elles ont une plus grande aversion au risque, mais parce qu'elles ont un suivi plus rigoureux de leurs clients. Et que se passe-t-il lorsque les banques sont dirigées par des femmes ? Alors, ce débat, il a été mis sur le devant de la scène par Christine Lagarde, alors qu'elle était donc directrice du FMI. Elle a eu cette fameuse phrase qui est désormais restée célèbre. Si Lehman Brothers
avaient été Lehman Sisters, alors la crise économique, clairement, aurait été différente. Christine Lagarde, depuis, a toujours eu ce discours appelant donc à une féminisation des carrières, avec l'idée que ça peut améliorer donc la stabilité financière. Alors, qu'en disent les études empiriques? Eh bien, qu'il n'y a pas d'effet particulier. Il y a un papier d'Adams et Raghunathan qui montre qu'il n'y a pas véritablement d'effet sur la prise de risque lorsque les femmes sont dirigées, lorsque les banques sont dirigées par des femmes. Alors attention, ces études, elles sont de toute façon très délicates, puisqu'il y a très très peu de femmes qui dirigent de grandes banques. Et puis les femmes sont aussi minoritaires dans les comités de direction, puisque ces études ne s'intéressent pas uniquement aux femmes dirigeantes, PDG de banques, mais à la proportion plus ou moins grande de femmes dans les comités de direction. Mais ça reste des petits échantillons. Donc le premier problème, c'est un problème de petits échantillons. Et il y a un deuxième problème méthodologique dans ces études, c'est que les femmes, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui accèdent à ces postes de direction ne sont pas forcément représentatives. Elles ont pour cela dû adopter des codes plutôt masculins. Elles ont dû montrer qu'elles étaient plus en phase avec ce que le secteur bancaire et financier attend généralement des dirigeants, avec des valeurs donc, qui sont plus masculines. De plus en plus se pose la question des banques dirigées par les femmes, mais aussi des banques centrales qui peuvent être dirigées par des femmes. On en a quelques-unes. On a eu la Réserve fédérale dirigée par Yellen. On a le FMI aujourd'hui. On a la BCE aujourd'hui qui est dirigée donc, par Christine Lagarde. Globalement, le fait que les autorités de supervision soient dirigées par des femmes, est-ce que c'est un avantage pour la stabilité financière? Là encore, les résultats sont mitigés. C'est souvent que les résultats sont mitigés, j'en ai bien conscience, mais voilà, on n'a pas de résultats très significatifs. Je préfère être très prudent dans l'interprétation de ces résultats. On a vu donc dans la partie précédente le cas des banques dirigées par des femmes, ou le cas des autorités de régulation dirigées par des femmes. Qu'en est-il des grandes entreprises? Alors là, la littérature est plus abondante. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, c'est le même schéma que précédemment en matière de gouvernance d'entreprise. Alors, ce qu'il faut quand même d'emblée rappeler, c'est que les différences de préférence dépendent aussi de l'histoire et du contexte, que les stéréotypes jouent un rôle important. Qu'est-ce qu'on entend par des femmes dirigeantes? Alors, un petit rappel de la façon dont les grands groupes sont dirigés. Vous savez que les actionnaires se réunissent et votent en assemblée générale pour un conseil d'administration, donc pour des élus au conseil d'administration. Et ce conseil d'administration désigne un directeur général qui est lui-même entouré donc, de directeurs, un directeur financier, un directeur marketing et ainsi de suite. Donc les études empiriques vont porter à la fois sur la composition du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance, ça dépend des modalités de gouvernance, ou alors les études vont aussi porter sur bien la composition de l'équipe dirigeante. Est-ce qu'il y a plus ou moins de femmes dans l'équipe dirigeante? Donc il y a ces deux types d'études, sur les conseils d'administration ou de surveillance et sur les équipes dirigeantes. Voilà, alors quelques statistiques. Vous avez ici sous les yeux un tableau qui montre l'évolution de la part des femmes directeurs généraux dans les entreprises américaines, britanniques et françaises. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ce graphique important. Alors, la première, c'est que la part des femmes est faible. Elle est de moins de 10% en moyenne sur la période. Première chose. Deuxième chose, la part des femmes est quand même en augmentation dans nos trois pays, que ce soit en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Et puis, c'est intéressant de comparer l'évolution justement pour ces trois pays. Parce que ces pays ont mis en place des mesures différentes les unes des autres. Alors, si on regarde le cas des États-Unis pour commencer, aux États-Unis, il n'y a pas eu de loi spécifique pour l'égalité homme-femme au sein donc,
des grandes entreprises. Et donc on voit la part des femmes augmente. Elle était historiquement plus élevée qu'en Europe, hein, on était au-delà de 15%. On voit que cette part, elle augmente, mais elle augmente timidement. Elle était de 15% en 2007, elle est de plus de 20% en 2015. Qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, on part de plus bas, mais la trajectoire est plus pentue, notamment à partir de 2010-2011, quand en Grande-Bretagne, on met en place un certain nombre de lois, alors qui sont peu contraignantes, mais qui favorisent donc l'accès des femmes aux postes de direction. Et puis, examinons le cas de la France. Le cas de la France, on le voit, hein, c'est le pays... Parmi nos 3 pays, c'est le pays dans lequel la part des femmes était la plus faible en 2007, mais aujourd'hui, la part des femmes y est la plus élevée, et on note un infléchissement important en 2010-2011. C'est tout simplement lié à une loi, la loi Zimmermann-Copé, qui a été votée et qui oblige les grands groupes cotés à avoir au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration. On voit que ça a eu un impact décisif sur le pourcentage de femmes directeurs générales. Donc c'est très intéressant dans ce graphique de pouvoir comparer ce qui se passe lorsqu'il n'y a aucune mesure spécifique, comme dans le cas des États-Unis, ce qui se passe lorsqu'il y a de la soft law, et ce qui se passe lorsque il y a des quotas, hein, une forme de hard law. Alors, même s'il y a de plus en plus de femmes dans les conseils d'administration, elles n'ont pas toutes... les femmes n'ont pas accès au même poste que les hommes. Il y a des écarts au sein même des conseils d'administration. Hein. Il y a un papier donc, de Reberiou et de Roudot qui montre ça très clairement. Hein. Antoine Reberiou est d'ailleurs un des co-auteurs de l'étude de cette synthèse. Et donc, il montre qu'en France, l'écart brut de rémunération au sein des conseils d'administration est de 7%. Alors, de 7%, en faveur des femmes. Alors ça peut sembler surprenant, mais en fait il y a un biais de structure qui est qu'il y a plus de femmes dans les conseils d'administration les plus importants et les plus rémunérateurs, ce qui crée cet effet de structure. Mais si on compare les choses, toutes choses égales par ailleurs, alors la rémunération des femmes est de 6% plus faible, 3 000 € en moyenne de rémunération pour siéger dans les conseils d'administration lorsqu'on est une femme, contre 30 000 €, excusez-moi, contre 44 000 pour les hommes. On trouve à peu près les mêmes écarts d'ailleurs aux États-Unis, donc un écart brut qui est positif pour les femmes, et encore une fois c'est lié à un effet de structure, et toutes choses égales par ailleurs, un écart qui est plutôt négatif, donc au désavantage des femmes qui ont accès aux positions donc les moins prestigieuses au sein des conseils d'administration. Alors quel est l'impact ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est l'impact de cette féminisation sur la performance des entreprises. Donc l'idée, c'est de tester la relation suivante, hein, une performance pour une entreprise J à l'adapter en fonction bien du pourcentage de femmes, hein, soit dans le conseil d'administration, soit dans l'équipe de direction, hein, pour l'entreprise J à l'adapter. Le problème, c'est que en théorie, cette équation fonctionne bien. En pratique, c'est compliqué. Hein. On a, je le rappelle, des petits échantillons, et puis on a des problèmes d'identification assez redoutables, hein, à lever. Hein. Les entreprises qui, par exemple, ont plus de femmes au sein des conseils d'administration sont peut-être pas représentatives des entreprises, elles sont peut-être dans certains secteurs particuliers. On a vu par exemple que l'univers de la banque c'était très masculin, l'univers du luxe c'est un peu plus féminin, et donc il faut pouvoir corriger de tous ces effets. Donc il y a des effets sectoriels à corriger, il y a des effets aussi temporels, enfin il y a tout un tas de problèmes à corriger, et la meilleure façon de corriger ces problèmes d'endogénéité au fond, hein, c'est d'examiner des expériences quasi naturelles, comme par exemple l'introduction d'un quota. Hein, ça a été fait à plusieurs reprises, notamment par le quota norvégien, qui est le premier quota à avoir été mis en place. Alors, vous avez pas mal d'études qui aussi examinent bien la réaction des actionnaires eux-mêmes lorsque des femmes sont nommées comme dirigeantes. Alors les études montrent
pas de résultat très clair. Hein. Tantôt l'impact est négatif, tantôt il n'y a pas d'impact, tantôt l'impact est positif. Donc les actionnaires réagissent pas de manière très, très significative à l'annonce d'une femme dirigeante. Hein. On a des études sur plusieurs pays, donc je vous donne ici une petite liste. Donc il n'y a pas de résultat très clair en termes de performance. En revanche, plus récemment, la question n'était pas tellement celle de savoir si la performance était meilleure, mais si il y avait un style de gestion qui était plus féminin. On l'a vu dans le cas des banques avec eh bien, l'hypothèse Lehman Sisters. Est-ce qu'une banque dirigée par une femme prend moins de risques, hein? C'est un style de gestion plus féminin. Bon, cette question, elle est plus générale, elle peut s'adresser à toutes les entreprises. Est-ce que les entreprises gérées par des femmes sont moins risquées? Est-ce qu'elles investissent plus en R&D? Est-ce qu'elles ont une gestion du personnel différente? Est-ce qu'elles investissent davantage en RSE, en responsabilité sociale d'entreprise? Ces choses-là sont différentes lorsque les femmes sont managers. Alors, il y a deux thèses qui s'affrontent sur cette question. La première, oui, hein, il y aurait des différences de genre, des différences de style. Et puis la deuxième, a leader is a leader. Hein, un gérant, de toute façon, va gérer de la même façon, que ce soit un homme ou une femme. Donc on a les deux thèses alternatives et empiriquement, eh bien, il est difficile de dissocier les deux. On a quelques études qui montrent que eh bien, les femmes sont plus prudentes, notamment dans leur politique d'acquisition. Elles auraient également davantage de stratégies RSE. Bon, tout cela est toutefois à prendre avec prudence, puisqu'on a des études qui montrent qu'au contraire, il n'y a pas d'écart significatif entre les hommes et les femmes en termes de style de gestion. Par exemple, cet article de Bertrand et co-auteur montre que le quota norvégien n'a eu aucun impact sur les carrières féminines dans les établissements. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit le cas. Si vous avez une femme leader, elle va peut-être privilégier les carrières des femmes, les encourager. Ça, bon, l'étude montre que ce n'est pas le cas. Alors pourquoi c'est pas le cas? C'est peut-être lié justement aux préférences. On l'a souvent dit, je l'ai souvent dit dans cette vidéo, c'est un point important. Les femmes qui accèdent aux postes à responsabilité ne sont pas forcément représentatives. Elles doivent, encore une fois, adopter des codes masculins. Et Adams et Funk, dans une étude qui date un peu aujourd'hui, mais qui est très intéressante, s'est intéressé justement aux écarts de préférence entre hommes et femmes, non pas dans la population générale, comme on a pu le voir avec l'enquête Pater, mais pour les femmes dirigeants uniquement. Et bien, si on s'intéresse aux femmes dirigeants et qu'on compare leur attitude, leur préférence vis-à-vis du risque, par exemple, eh bien, on ne voit pas de différence notable avec les hommes. Donc, ça plaide en faveur de l'hypothèse a leader is a leader. Hein, quel que soit votre genre, il n'y a pas de différence en termes de style de gestion. Bon, eh bien, que conclure de tous ces travaux? Alors, la première chose, c'est qu'il y a effectivement des différences d'attitude entre hommes et femmes. Alors, attention, ces différences sont faibles. Et puis, ce qui compte, c'est surtout la nature de ces différences. Est-ce qu'elles sont d'ordre biologique ou est-ce qu'elles sont acquises? Est-ce qu'elles sont le fruit de l'éducation, de l'expérience? Bien, les études semblent montrer qu'il y a un fort effet indéniable des stéréotypes sur les attitudes. Les individus ont tendance à se conformer à ce que la société attend d'eux ou à ce qu'ils pensent que la société attend d'eux. Donc, il y a peut-être des différences d'origine biologique, éventuellement, mais le plus gros des différences s'opère via la socialisation, via la transmission. Et donc, ces différences qui viennent renforcer les stéréotypes, et ces stéréotypes jouent un rôle majeur donc dans la polarisation des préférences et des comportements. Et donc des petites différences au départ conduisent à des comportements qui peuvent être assez différents entre hommes et femmes en matière de placement financier, en matière de demande de crédit. Alors, encore une fois, ce qu'on retient, c'est que ces écarts peuvent se corriger. Et l'outil principal pour corriger ces écarts, c'est donc l'éducation financière. Lorsque les hommes et les femmes
connaissent mieux l'univers de la finance, connaissent mieux l'économie, eh bien, on note une convergence en termes d'attitude. Et puis, au niveau des grands groupes, est-ce qu'il y a un style de gestion plus féminin, qu'il s'agisse de banques ou d'entreprises non financières? Eh bien là, les résultats sont assez mitigés. Il n'y a pas de résultats tranchés qui montreraient un style de gestion particulièrement féminin. Alors attention, les études de ce genre sont à prendre avec prudence, parce que les échantillons sont petits, il y a des biais de sélection importants, c'est pas évident, mais le résultat est que les différences sont guère significatives. En conclusion, d'un point de vue de politique économique, l'idée c'est bien sûr de réduire les inégalités de genre dans le monde professionnel et dans le secteur bancaire et financier, sans pour autant vouloir attendre de cela qu'il y ait un style de gestion un style de gestion différent, plus prudent notamment. Si on a un plus grand équilibre, en soi, c'est préférable, sans en attendre un effet sur la conduite des entreprises. Voilà, je vous remercie, j'espère que c'était assez clair. Bonne journée.